Voilà, donc on peut commencer. Donc on va commencer en douceur, hein, on va dire. Et voilà, on va lire ensemble le QCN. Donc la première question que je vous pose, c'est sur l'item troubles du sommeil chez l'adulte. Et je vous demande comment analysez-vous un résultat de polygraphie ventilatoire chez un adulte chez qui on retrouve un index d'apnée-hypopnée à 20 par heure. Alors vous voyez les propositions qui vous sont précisées. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère? Est-ce que c'est toujours associé à une hypertrophie amygdalienne? Est-ce que c'est toujours associé à une ronchopathie? Je vous rappelle, ronchopathie, ça veut dire ronflement. Il peut être amélioré par le port d'une orthèse d'avancée mandibulaire. Et l'index d'apnée-hypopnée est une donnée objective de l'examen polygraphique. Allez-y. Voilà, je fais partir le sondage. Donc n'hésitez pas, hein, on est ensemble pour essayer de répondre. Je ne sais pas si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Je vois que personne. Si, voilà, il y en a une qui répond. Ah, c'est pas terrible ça comme. Allez, soyez motivés. Deux, allez encore. Voilà, il y a 30 secondes à chaque fois. Allez, allez, allez. Ouais, bah disons, et là c'est. Et mettez-vous dans le bain là, qu'on puisse discuter tous ensemble. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Il se passe rien, hein. N'hésitez pas, hein. Il se passe rien du tout. Euh, voilà, donc vous voyez les réponses qui ont été données. Donc on va les commenter ensemble. Voilà les réponses correctes pour lesquelles il fallait répondre. Donc là, pour la prochaine, je voudrais que vous soyez un peu plus motivés là, hein. Moi, je suis bien motivé. Donc, faut que vous aussi vous soyez motivés, hein. C'est pas grave du tout si vous répondez pas. Bien, je veux dire, on est là pour ça justement. Mais voilà, participez comme ça. Moi, ça me donne une idée plus sympa de vos connaissances et on peut bien en discuter. Donc très bien pour ceux qui ont répondu et on va voir ça ensemble pour les réponses. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis en rouge, il s'agit d'un syndrome d'apnée du sommeil. Vous devez raisonner sur ça. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'IAH, index d'apnée-hypopnée. Bon, c'est la donnée la plus objective de cet examen polygraphique. Et c'est sur ces résultats d'examen qu'on va pouvoir raisonner. Et justement, on peut confirmer que quand un syndrome d'apnée du sommeil, par définition, il est sévère quand il est supérieur à 30 par heure. D'accord? Donc là, comme il est à 20 par heure, on ne peut pas le cocher. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le cocher. Et d'autant plus que vous pouvez marquer sur vos petites fiches que justement, c'est quand c'est supérieur à 30 par heure, que c'est donc sévère, que c'est à ce moment-là où le traitement est obligatoire. Alors que pour le reste, léger ou modéré, bah, du coup, là, on n'a pas obligation de traitement. On peut proposer des traitements. Donc, un index d'apnée-hypopnée à 20 par heure, c'est un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Et donc, c'est pas un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Donc, très bien pour dire que, bien sûr, que c'est pas parce que on a un index d'apnée-hypopnée à 20 par heure que forcément on a des amygdales qui sont augmentées de taille. Alors, bien sûr que c'est souvent ça qu'on voit à l'examen clinique, mais c'est pas du tout forcément associé. Et bien sûr, et c'est bien de s'en rappeler que quand on ronfle, bah, on peut ronfler sans bien sûr avoir des apnées du sommeil. C'est la raison pour laquelle, ou quand un patient vient nous consulter en disant, je viens vous consulter parce que mon conjoint ou ma conjointe trouve que je ronfle beaucoup la nuit. Mon conjoint ou ma conjointe ne sait pas trop si je m'arrête de respirer, peut-être un peu. Et ben donc chez ces ronfleurs, justement, on va demander un examen polygraphique ventilatoire pour justement vérifier leur IAH, savoir à quel endroit ils se retrouvent, et c'est un test qui est très objectif. Alors tout à fait d'accord pour dire que un syndrome d'apnée du sommeil, même modéré à 20 par heure, et ce serait également le cas chez les patients avec un syndrome d'apnée du sommeil sévère, ça peut être amélioré par le port d'une orthèse d'avancée mandibulaire, qui est une possibilité de traitement, comme pourrait l'être une ventilation par CPAP, une ventilation nocturne. Et la meilleure réponse, c'est celle qui est en vert, celle que vous retenez, c'est l'index apnée-hypopnée. Pardon, apnée-hypopnée est une donnée objective de l'examen polygraphique. C'est ce que vous devez retenir en priorité. Donc vous voyez que là, on commence tranquillement. Il n'y a pas de piège particulier sur cette question. Il faut juste connaître justement les résultats de l'IAH, index d'apnée-hypopnée, et savoir que c'est sévère quand c'est supérieur à 30 par heure. Voilà, ça c'était pour se mettre dans le bain. On va continuer.
Voilà, je vous ai juste mis la photo pour ceux qui ne savent pas très bien à quoi ça correspond au niveau visuel. Bah, vous voyez ici, chez ce patient, la nuit, quand il dort, pourquoi il fait des apnées, et éventuellement pourquoi il ronfle, parce que sa base de langue, quand il est en position allongée, elle va chuter en arrière, et donc forcément ça bloque l'air pour respirer, que ce soit par le nez ou par la bouche. C'est ça qui favorise à la fois les ronflements et bien sûr surtout les apnées du sommeil. Donc c'est pour cette raison que quand on décide, on explique à un patient qui peut porter une orthèse d'avancée mandibulaire que vous voyez ici en bleu, bah, vous voyez que cette orthèse, en fait, si vous me regardez là de bon matin, mais voilà, je suis mal douché, tout, il n'y a pas de problème. En fait, le but, quand on porte une prothèse d'avancée mandibulaire, c'est qu'habituellement, on vit avec les dents du haut qui sont un tout petit peu en avant des dents du bas. C'est un articulé dentaire normal. Ben là, paradoxalement, pour éviter les apnées du sommeil, si on décide avec le patient qu'il porte une orthèse d'avancée mandibulaire, c'est pour avancer un peu la mâchoire du bas par rapport à la mâchoire du haut. Je le fais là. Même comme ça. Et regarde, comme ça. Et faites, comme ça. Uniquement pendant la nuit, avec ce petit appareil. Eh bien, en fait, tout simplement, on le voit sur la photo là, ben, en fait, le fait de porter l'orthèse d'avancée numérique la nuit et que ça avance de quelques millimètres, qu'on voit ici la mandibule par rapport au maxillaire, eh ben, ça va tirer sur la langue, et notamment la base de la langue, ça va tirer sur les muscles du pharynx, et du coup, ben, l'air il va passer beaucoup plus facilement, et les patients vont avoir normalement moins d'apnée du sommeil, pour cette raison que c'est un bon traitement pour les syndromes d'apnée du sommeil modérés à sévères. Et puis vous avez la deuxième photo, vous connaissez également ce système où c'est un masque qu'on met pendant la nuit et qui va envoyer de la pression positive pour, entre guillemets, forcer le passage et rétablir un sommeil normal. Voilà, tout va bien. Alors je regarde s'il y a peut-être... Oui, Fatima me demandait si sévère, ça va. Pardon, c'est à partir de 30. Voilà, donc c'est bon, j'ai répondu à la question, c'est parfait. Voilà, on continue un petit peu. Alors, on est toujours dans cet item syndrome d'apnée du sommeil de l'adulte, hein, trouble du sommeil de l'adulte. Et là, je vous demande quels sont les éléments susceptibles d'aggraver un syndrome d'apnée du sommeil. Donc voilà les propositions que je vous fais sur ce QCM à choix multiples. On a plusieurs réponses attendues. Prise d'un traitement médical antiépileptique, rétrognathie, hypertrophie des végétations adénoïdes, bronchopathie chronique, obésité. Donc on va voir ensemble. Donc là, j'aimerais bien que les 15 personnes qui sont là, essayez quand même de répondre au sondage, qu'on voit un petit peu, quoi, que ça soit un peu interactif. Voilà, que ce soit pas toujours les mêmes qui posent. Il se passera rien, donc vous inquiétez pas, allez-y. Donc essayez de réfléchir. En plus, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir sûrement de bonnes réponses. Et n'hésitez pas, allez, je vous incite. Voilà, n'ayez pas de peur. Voilà, très bien. Allez, encore d'autres. Allez, allez. Voilà, c'est bon encore. Allez, on va essayer d'atteindre. Voilà, c'est bien, je vous félicite. Je vois votre motivation. Ah, je suis heureux là, je suis content moi aussi de m'être levé le dimanche matin pour voir une motivation comme ça. C'est parfait, c'est bien. Allez, continuez. Encore quelques secondes. Voilà, on est bien là. Voilà, c'est parfait. Bah, je vous félicite. Voilà, alors là, je suis heureux parce que voilà, vous avez répondu quasiment tous. Vous voyez probablement voilà les réponses que vous avez données. Donc, prise d'un traitement médical antiépileptique. Et du coup, il y a un piège. Et malheureusement, il y en a 12 qui sont tombés dans le piège. Pour l'item C, voyons, voyons. Les copains, il y a marqué quoi sur la question? Les éléments susceptibles d'aggraver un syndrome d'apnée du sommeil, et c'est bien marqué de l'adulte, de l'adulte. Alors vous retenez, normalement vous devez le savoir, mais je le répète, c'est bien, c'est fait pour ça, c'est fait pour répéter ces conférences, c'est fait pour que vous notiez les choses importantes. Et là, c'est le piège très très classique. Vous vous souvenez que ces végétations adénoïdes, c'est ce tissu qu'on a derrière le voile du palais, derrière l'aluette, c'est du tissu lymphoïde. Et vous savez que ça, on propose souvent
une opération qui est l'adénoïdectomie. Entre parenthèses, on fait des petits, voilà, on profite pour parler de plein de choses, hein, on est là pour ça aussi ce matin. Ne pas confondre adénoïdectomie avec adénectomie. Je vous rappelle, adénoïdectomie, c'est l'ablation des végétations adénoïdes. Adénectomie cervicale, c'est l'ablation d'un ganglion au niveau du cou. Item, adénopathie superficielle de l'adulte et de l'enfant. Donc là, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, cette hypertrophie tissu lymphoïde située dans le cavum, rhinopharynx, nasopharynx, c'est uniquement chez les enfants. Je vous rappelle qu'avec le temps, quand on est adolescent ou jeune adulte comme vous, ce tissu il s'atrophie avec le temps, donc il est impossible d'avoir une hypertrophie des végétations adénoïdes chez un adulte. Donc c'est un gros piège. Donc ne répondez pas hypertrophie des végétations adénoïdes. Et si malheureusement on a du tissu adénoïdien, enfin en tout cas dans la région du cavum, rhinopharynx, nasopharynx, bah, malheureusement c'est que probablement on a un cancer du cavum. Et je vous fais pas bien sûr tout l'item sur le cancer du cavum, mais vous savez que c'est un gros chapitre aussi à connaître pour l'EDN. Donc voilà, bah, c'est pas grave du tout, hein, justement, on est là pour en parler. Et du coup, bah, attendez, je vais quand même vous mettre les bonnes réponses, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc voilà ce qu'il fallait répondre. Je vais vous analyser les réponses. Donc il fallait répondre la réponse A, B et E. Voilà. Donc le meilleur quand même, la meilleure réponse, c'est obésité. C'est un facteur très très important. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on interroge un patient qui vient nous voir en consultation pour des troubles du sommeil, ronflement, suspicion de syndrome d'apnée du sommeil, dans le dossier médical, on marque toujours la taille, le poids et on calcule l'IMC, puisque c'est un facteur aggravant les troubles du sommeil. Donc il faut noter un éventuel surpoids, voire une obésité. Et bien sûr qu'il y a l'interrogatoire, et ça sera particulièrement vrai, alors pas maintenant, mais pour l'année prochaine, pour les échos, hein. Bien sûr, quand vous passerez les échos, pareil. Si vous avez une écho, alors j'aime bien faire des petites divergences hein, comme ça, parce qu'on est là pour ça. Bah, en termes d'échos, bah, si c'est l'interrogatoire d'un patient qui est susceptible d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, bah, bien sûr, il ne faudra pas oublier de poser la question bonjour monsieur, quel est votre poids ou madame, quel est votre poids, quelle est votre taille, et surtout, également, c'est pour ça que j'ai marqué en proposition A, il y a des traitements, bien sûr, qui vont aggraver des troubles du sommeil, notamment des traitements antipylétiques, mais ce sera valable également pour tous les traitements des patients qui sont sous antidépresseurs, sous neuroleptiques. Ça, c'est des médicaments qui sont un peu, qui vont également participer à une aggravation des troubles respiratoires pendant la nuit. Donc, très important de rechercher les traitements que prennent les patients, notamment des antidépresseurs, des antiépileptiques, des somnifères. Vous savez également que la prise d'alcool, bah, ça favorise les troubles du sommeil la nuit qui suit, ou des repas plus gras également. On est d'accord également pour dire, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'articulé dentaire, eh ben, on comprend bien que aussi par rapport à l'articulé dentaire dont on avait parlé, bah, si les patients ont une rétrognathie, vous vous souvenez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire les dents du bas, et un qui ont et un qui ont les dents du haut, qui dépasse les dents du bas. À l'inverse de la prognathie, où le menton en galoche. Et ben, tout ça, c'est des troubles articulaires. Ben, forcément, un patient qui a un risque d'avoir aussi un syndrome d'apnée du sommeil. Donc ça se vérifie à l'examen clinique. Donc si dans une écho ou dans un QCM pour l'EDN, vous avez dans l'examen clinique, est-ce qu'il faut rechercher un trouble de l'articulé dentaire? Bien sûr, notamment par exemple donc une rétrognathie. Donc c'est pour ça qu'il fallait le cocher. Voilà. Et puis le fait, donc le gros piège, bon, vous avez compris que c'était l'hypertrophie des végétations adénoïdes. Bon, ça, on est d'accord. Donc tout à fait d'accord, si c'était chez l'adulte, ça peut aggraver un syndrome d'apnée du sommeil chez l'enfant, pardon. Donc ça peut aggraver chez l'enfant, pas l'adulte. Il n'y en a pas de végétation adénoïde chez l'adulte. Et puis en ronflement, par contre, ronflement chronique, bon, voilà, c'est pas parce qu'on a un ronflement que ça va être plus en faveur d'un syndrome d'apnée du sommeil. Il y a des gens, bien sûr, qui sont roncopathes chroniques de façon isolée, ils n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. C'est pour cette raison que, et je terminerai là-dessus pour ces deux premières questions sur cet item trouble du sommeil chez l'adulte, c'est que finalement la consultation médicale d'un patient qui vient nous voir pour un trouble du sommeil
que ça soit ronflement ou mauvais sommeil, réveil nocturne fréquent, sommeil non récupérateur, hein, c'est très très à la mode tout ça. Le but de la consultation, c'est justement pouvoir différencier un patient qui a un ronflement isolé, sans aucune apnée du sommeil ou très peu d'apnée du sommeil, et c'est bon, d'un patient qui a des ronflements et ou associés à des apnées du sommeil de façon trop importante. Et l'examen clinique, l'interrogatoire, et bien sûr l'examen polygraphique va nous permettre de confirmer qu'il y a bien un syndrome d'apnée du sommeil et de pouvoir le classer en léger, modéré, sévère. Et je répète, par rapport au traitement, on traite de façon obligatoire les syndromes d'apnée du sommeil sévères. Ça va, tout va bien, tout le monde suit, tout le monde a la forme. Je regarde quand même s'il y a des petites questions. Fatima qui me demande si adénoïde c'est dans le nez. En fait, je répète, oui, c'est dans le nez, mais c'est à l'arrière du nez. Je rappelle que le pharynx, il y a trois parties. Rhinopharynx, qu'on appelle également nasopharynx, cavum, oropharynx, le fond de la gorge, là où il y a les amygdales, la base de l'angle, la luette, le voile du palais, et l'hypopharynx, derrière le larynx. Eh bien, je rappelle que l'hypertrophie ou la situation de ce tissu lymphoïde, c'est en arrière du nez, sur la paroi postérieure du rhinopharynx qu'on appelle cavum nasopharynx. C'est à ce moment-là que ce tissu peut être un petit peu hypertrophique chez l'enfant. Et là encore, ça nous permet de digresser un peu, de se dire que c'est une des causes chez l'enfant d'avoir des rhinopharyngites à répétition, des otites moyennes aiguës à répétition, une otite séreuse chronique, parce que le tissu adénoïdien est trop inflammatoire et ou bloque les orifices des trompes de Sache. Voilà, c'est là encore, on s'étend un petit peu par rapport au QCM, mais c'est bien de se rappeler. Alors, il y a Fatima qui me demande s'il y a un lien avec le terme carcinome adénoïde kystique des tumeurs. Alors, je rappelle, là, c'est une petite digression aussi, ce qu'on appelle les CAC, carcinome adénoïde kystique, c'est pas au niveau des végétations adénoïdes. Faut pas confondre. C'est bien de poser la question d'ailleurs, et on est là, je suis là pour y répondre. Donc voilà. Le carcinome adénoïde kystique, c'est des cancers, il ne faut pas confondre avec le cancer du cavum. Pas la même chose, hein. Cancer du cavum, je vous rappelle, c'est lié à l'EBV, Epstein-Barr virus. C'est plutôt les patients d'Asie du Sud-Est, pourtour méditerranéen, le Maghreb, les Esquimaux, voilà, et c'est des maladies qui donnent surtout une otite séreuse unilatérale, des ganglions cervicaux ou une tumeur exactement l'endroit où il y a les végétations adénoïdes. Donc ça, c'est les cancers du cavum. Et c'est des UCNT, c'est-à-dire des carcinomes indifférenciés au niveau anapathe, pas du tout comme les carcinomes épidermoïdes de l'oropharynx, cavité buccale, hypopharynx, larynx, liés particulièrement à l'alcool et au tabac. Ça, c'est donc les cancers du cavum. Et les carcinomes adénoïdes kystiques, les CAC, c'est plutôt des tumeurs des glandes salivaires. Alors ça peut être au niveau de la glande parotide, les glandes submandibulaires. Et attention, là, ça peut vous être demandé un peu spécialisé, mais pourquoi pas. Euh, Quand on a une petite tuméfaction au niveau du voile du palais, ça peut être une indication pour dire ah, il faut faire une biopsie parce que ça peut être un carcinome adénoïde kystique au niveau d'une glande salivaire, des glandes salivaires accessoires, hein, celles qu'on a dans le voile du palais, ce sont des toutes petites glandes, pas du tout comme les parotides et les sous-max, mais ça peut être aussi des caques. Donc, retenez que les carcinomes adénoïdes kystiques, c'est les tumeurs des glandes salivaires. C'est à la frontière entre l'ORL et la stomato-chirorale, et donc ça se voit au niveau de toutes les glandes salivaires principales ou accessoires. Et puis il y a Julie qui me demande si les opioïdes peuvent aussi aggraver les troubles du sommeil. Oui, oui, bien sûr, hein, tout à fait. C'est une très très bonne remarque. Et je confirme que les gens qui prennent des antalgiques palier 3, forcément, la nuit, boum, ça les détend bien. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est tous ces médicaments antiépileptiques, opioïdes, antidépresseurs. C'est des médicaments qui, boum, tous les muscles sont détendus. Et si vous reprenez la photo que je vous ai montrée de la base de langue qui chute en arrière pendant la nuit, quand on est en position allongée sur le dos, on comprend bien que le muscle de la langue, c'est un muscle très puissant. Il y a plein de muscles dans la langue, j'ai des muscles très costauds. Et forcément, quand on dort, tous ces muscles, ils sont complètement détendus. Et quand on est en position allongée, le poids du muscle, poum, ça tombe au fond de l'oropharynx et ça bloque l'espace pour respirer et ça donne des troubles du sommeil. Bon, là, on est bien, hein. Alors, une petite question, alors on va changer de sujet si je me souviens bien. Pour ceux qui n'ont jamais eu de nystagmus, il y a un mouvement là qu'on voit très très bien au niveau des globes oculaires.